Les antibiotiques ont fortement fait progresser l'espérance de vie au XXe siècle. Cependant, leur usage généralisé, voire abusif chez l'homme, l'animal et dans l'agriculture, a conduit au développement de bactéries antibiorésistantes et à une baisse générale de l'efficacité thérapeutique. La résistance aux antibiotiques représente aujourd'hui une menace de santé publique. Les antibiotiques, on en a besoin chez les patients qui sont à l'hôpital, on en a besoin pour les guérir quand ils ont une infection, et on en a besoin aussi parfois pour les protéger contre certains microbes, contre les bactéries, quand ils sont fragiles, parce qu'ils sont en réanimation, parce qu'ils ont été opérés, parce qu'ils ont eu des soins par chimiothérapie ou pour une greffe. D'un autre côté, les antibiotiques, on les a beaucoup utilisés, on les a trop utilisés même depuis une cinquantaine d'années. Et du coup, les microbes, les bactéries sont devenues résistantes, c'est-à-dire que parfois, on n'arrive plus à les tuer avec les antibiotiques dont on dispose. Il est indispensable d'utiliser ces antibiotiques avec précaution et, d'autre part, à bon escient. Ce ne sont pas les espèces les plus fortes et les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui s'adaptent au changement. La théorie de Darwin est parfaitement illustrée par un des grands problèmes de santé publique du siècle, la résistance des bactéries aux antibiotiques. Antibiotiques qui furent la grande révolution médicale du XXe siècle. Le premier antibiotique identifié est la pénicilline. Alexander Fleming, en 1928, s'aperçoit de retour de vacances que ces cultures bactériennes ont été contaminées par un champignon. Le champignon en question, Penicillium notatum, avait stoppé la reproduction des bactéries. Le premier antibiotique, la pénicilline, vient de naître. Toutefois, la découverte ne sera exploitée à l'échelle industrielle qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale. En 1932, on découvre le premier antibiotique de synthèse, un composé du soufre, le Prontosil. C'est un petit miracle qui permet de guérir de nombreuses maladies, jusqu'alors considérées comme incurables. En quelques années, l'industrie pharmaceutique investit considérablement et découvre de nombreux autres antibiotiques. À partir des années 70, le monde médical pense s'être doté d'un arsenal antibiotique complet. Pourtant, on découvre peu à peu que chaque nouvel antibiotique engendre des résistances. Les premières résistances à la pénicilline apparaissent 3 ans après son arrivée sur le marché. Et pour le Prontosil, à peine 6 ans plus tard. Alors que la consommation mondiale d'antibiotiques ne cesse de croître, l'offre de nouveaux antibiotiques stagne. Aujourd'hui, le monde prend conscience que l'antibiorésistance est un problème de santé publique majeur. En 2014, pour la première fois, l'OMS publie un rapport alarmant sur l'émergence des résistances aux antibiotiques et sur le manque de données dans les pays en voie de développement. En 1928, la découverte de la pénicilline révolutionne la médecine, une arme contre les maladies infectieuses. La pénicilline a vaincu le plus grand fléau de toutes les guerres, la gangrène. Jusqu'à la fin des années 60, c'est l'âge d'or. Les principales familles d'antibiotiques sont mises au point. Mais depuis, les nouvelles molécules se font de plus en plus rares, plus difficiles et donc plus coûteuses à trouver. Les grands laboratoires en abandonnent le développement. La lutte contre les maladies infectieuses n'est pas la plus rentable. C'est beaucoup plus rentable de faire un médicament contre le cancer ou de faire un médicament contre une maladie qui dure toute la vie, où les patients prennent le médicament pendant des années, alors qu'une maladie infectieuse, vous allez prendre le traitement quelques jours. C'est une histoire intéressante, les antibiotiques, parce que c'est des produits industriels. Ils ont été inventés en Angleterre, développés en Amérique du Nord, en Europe, un petit peu au Japon. Et aujourd'hui, les grosses unités de production d'antibiotiques, très bon marché, génériques, elles sont dans les pays du Sud, notamment en Asie du Sud-Est, en Chine, en Amérique du Sud. Comme ils sont très utilisés dans ces zones-là, eh ben c'est
là où les bactéries sont les plus résistantes, et elles reviennent vers les États-Unis, elles reviennent vers l'Europe avec les produits alimentaires, avec les voyages, avec la mondialisation. Ça a commencé donc effectivement avec ce monsieur, Alexandre Fleming, qui était un Anglais qui a découvert la pénicilline un peu par hasard, et ça a bouleversé la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Alliés avaient la pénicilline, les Allemands ne l'avaient pas, et ça a certainement contribué à la réduction des pertes militaires suite aux blessures qui s'infectaient de façon terrible, et le fait que très vite, on utilisait la pénicilline dès le champ de bataille. Ça permettait aux soldats de rentrer à la maison. Mais dès 1945, ce même monsieur, dans le New York Times, le grand journal américain, il alertait sur les dangers des mauvaises utilisations possibles de ces produits et du risque qu'il y avait à ce que les mutants qu'on ne pourrait plus traiter. Et malheureusement, en dépit de cette alerte extrêmement précoce, c'est ce qui s'est passé. Alors, évidemment, c'est dans ce contexte-là qu'il faut mettre notre réflexion et notre action. Les antibiotiques restent donc des médicaments miraculeux, et je ne sais pas combien de personnes dans la salle se souviennent qu'ils ont pris des antibiotiques, et on ne va pas faire un interrogatoire parce que ce serait casser le secret médical, évidemment, mais je suis sûr qu'il y a la moitié des gens dans la salle, probablement plus, qui un jour ou l'autre ont pris des antibiotiques et se sont dit « Ah ben, bon sang, j'ai bien fait, ça m'a guéri très vite ». Il ne faut jamais oublier ça, c'est ça qui est en jeu. Mais comme c'était des médicaments extrêmement faciles à utiliser, on les a trop utilisés, d'abord en médecine humaine, chez l'homme, en traitant des infections où ils n'étaient pas utiles, parce que c'était des infections virales, on en dira un mot tout à l'heure, et on les a utilisés de façon trop importante. Chez les animaux, et ça vous concerne directement, et vous savez qu'on s'est mis à utiliser les animaux, les antibiotiques chez les animaux de façon également très facile et beaucoup trop importante, chez les animaux de rente, et j'ai mis en agriculture point d'interrogation, parce que si ce n'est pas une pratique qui se fait dans nos pays, il y a des pays dans le monde où les cultures sont aspergées en quelque sorte, je connais mal les mots techniques, avec des antibiotiques, parce que certaines plantes souffrent aussi de maladies bactériennes. Et progressivement, les bactéries, qui sont des organes vivants, qui sont des êtres petits mais extrêmement adaptables, se sont mis à s'habituer aux antibiotiques. Et chaque fois qu'on mettait un nouvel antibiotique sur le marché, entre 1950 et 1980, elles sont devenues plus résistantes. Et donc aujourd'hui, eh bien, il se passe la chose suivante, c'est que certaines de ces bactéries, pas toutes, bien sûr, mais certaines de ces bactéries, et c'est la première fois où ça nous arrive, ne sont plus sensibles aux antibiotiques, et il y a certains patients qu'on ne peut plus traiter. Ce qui n'existait pas du tout il y a même 10 ans, quoi. C'était évidemment complètement inconnu il y a 20 ans, et maintenant tous les médecins dans les services de réanimation en particulier qui s'occupent des patients les plus graves, on va en reparler, voient de temps en temps des patients de ce type-là. Alors, ce que je voudrais discuter avec vous dans ce début d'après-midi, c'est quels sont les risques liés à la résistance des bactéries, pourquoi c'est si grave qu'il y ait ces risques, quelles sont les personnes qui sont les plus à risque, est-ce que certains ont moins de risques que d'autres, pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'on peut faire à la fois collectivement, mais aussi individuellement, parce que les actions collectives, c'est gentil, mais les actions individuelles, c'est extrêmement important dans notre quotidien, évidemment. Alors, les risques liés à l'antibiorésistance, c'est finalement assez facile de les résumer, c'est qu'on ait des infections, c'est-à-dire des maladies, dues à des bactéries qu'on ne peut plus traiter avec les antibiotiques, et j'ai mis comme ou presque comme avant-guerre.
parce que comme l'hygiène, grosso modo, est quand même bien meilleure qu'avant-guerre, même si on n'avait plus d'antibiotiques, ce ne serait pas exactement comme c'était avant-guerre. Mais il y aurait des choses qui seraient exactement pareilles. Et si certains d'entre vous ont encore la chance d'avoir des personnes de leur famille qui se souviennent de cette époque, ils leur diront que les infections bactériennes étaient extrêmement, extrêmement redoutées. Pour vous donner un exemple, le premier patient qui a été traité avec la pénie par Fleming, enfin par les successeurs de Fleming, c'était un policier anglais qui s'était fait une coupure là comme ça en taillant ses rosiers. Et puis ça s'était infecté avec un staphylocoque. Et puis il en avait sur toute la figure et il allait en mourir. Et maintenant, vous faites mal, vous vous griffez en taillant vos rosiers, vous imaginez pas que ça puisse se terminer comme ça, alors que c'était un risque, vous voyez, assez simple, quoi. Mais il faut bien dire qu'il y a une chose assez dramatique qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que toute la médecine est aujourd'hui antibiodépendante. Si vous devez aller en réanimation, vous aurez très probablement des antibiotiques et on ne pourra pas vous réanimer sans antibiotiques efficaces. Si vous avez à subir une greffe, une chimiothérapie, une chirurgie lourde, même une chirurgie assez simple, par exemple les césariennes, toute cette médecine est infiniment dépendante de l'efficacité des antibiotiques. Donc si on n'avait plus d'antibiotiques disponibles, si on laissait le mouvement actuel se développer, c'est ça qui est devant nous et c'est sûr. Je veux dire, c'est pas une supposition, c'est pas pour dans 20 ans, c'est vraiment pour très vite. Mais c'est pas uniquement ces malades-là, et ça peut nous toucher tous. Je viens de vous parler des furoncles avec le policier anglais. Mais il y a aussi, et je suis sûr qu'un certain nombre de personnes dans la salle le savent, les infections urinaires qui sont si fréquentes chez les femmes et que maintenant on traite si facilement avec un traitement monodose. Eh bien, là encore, si vous interrogez vos grands-mères ou vos arrière-grands-mères, en leur disant, quand tu avais une cystite, on disait souvent de la colibacillose à l'époque, comment ça se passait, elles vous expliqueront que c'était pas du tout la même chose que maintenant. Et parfois, ça se compliquait, ça se terminait mal. Donc, des infections très fréquentes de notre vie courante, il faudrait les envisager autrement. Et l'antibiorésistance peut réellement aujourd'hui faire partie de notre quotidien. Je vais vous en montrer des exemples. Alors, toujours dans cette idée de passer du général au particulier et inversement, voilà les statistiques qui font foi dans le monde, qui ont été publiées il y a 2-3 ans. Si on ne fait rien, la résistance aux antimicrobiens devrait aboutir à 10 millions de morts en 2050. Alors évidemment, les projections, c'est toujours que des projections, et on va faire que ça ne se passe pas. Mais voyez, c'est plus que la mortalité par cancer aujourd'hui, c'est beaucoup plus que la mortalité par accident de la route, etc. Donc c'est un risque devant nous qui est en train de monter comme ça si on ne fait rien. Alors, quels sont devant ce risque individuel, devant ce risque collectif, est-ce que nous sommes tous égaux ou est-ce que nous ne sommes pas tous égaux ? C'est quand même important de savoir ça pour se dire ce qu'on veut faire, quoi. Alors, en fait, les personnes à risque, j'ai marqué celles qui portent déjà en elles des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que vous, moi, tels que tous les gens qui sont là présents dans la salle, eh bien, on n'en a pas conscience, mais on est recouvert de bactéries sur notre peau et on en a encore beaucoup plus dans notre intestin. Notre intestin, c'est un espèce de gros sac de bactéries, en particulier le gros côlon, et ces bactéries, on a l'habitude de vivre avec, elles nous servent à digérer un certain nombre d'aliments, elles nous servent pour notre immunité, elles nous servent à plein de choses qu'on est en train de découvrir. Le microbiote intestinal, comme on dit aujourd'hui, c'est un organe à part entière qu'on ne connaît pas encore très bien, on connaît mieux le cœur, le foie, etc., mais on s'aperçoit que c'est un organe à part entière et que c'est un organe qui nous est extrêmement, extrêmement utile, et qu'à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, une partie des antibiotiques descend dans notre intestin, excrétée par la bile, par exemple, et va rendre ces bactéries du microbiote
plus résistantes. Vous savez, on se rend bien compte quand on prend un comprimé d'antibiotiques que ça gargouille dans le ventre. Eh bien, c'est ça. C'est les antibiotiques qui altèrent le microbiote et qui font que les bactéries deviennent résistantes dans notre ventre. Donc, donc la première raison pour avoir des bactéries résistantes, c'est parce qu'on a déjà reçu des traitements. Et évidemment, ça veut dire qu'il ne faut en prendre que lorsque c'est nécessaire, et c'est là-dessus que jouait aussi la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique, dont vous vous souvenez de tous, j'en suis sûr. Et puis, justement à cause des infections urinaires, les femmes prennent, en France et dans le monde, prennent plus d'antibiotiques que les hommes, c'est maintenant bien démontré, et donc le risque d'antibiorésistance, il est un petit peu plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Puis la deuxième grande raison pour laquelle on a des bactéries résistantes sur nous ou dans nous, c'est parce qu'on a au contact d'individus qui excrètent des bactéries résistantes. Alors, ça peut être évidemment des gens chez soi, on s'échange dans la vie normale, dans la vie familiale, dans la vie de couple, on échange beaucoup de bactéries, la flore des individus est en perpétuel échange. Mais c'est aussi beaucoup le cas dans deux situations qui sont maintenant bien identifiées. La première, et qui probablement concerne un certain nombre de gens dans la salle, la première, c'est quand on voyage dans les pays tropicaux où il y a beaucoup de bactéries résistantes pour tout un tas de raisons qu'on pourra évoquer dans la discussion. Et quand je vous montrerai des données, vous allez voir que quand on va se promener en Inde ou en Thaïlande, eh bien, on revient très souvent avec des bactéries résistantes. Donc au contact des humains, mais aussi des animaux. Et plus les animaux vont avoir de bactéries résistantes parce qu'ils ont pris des traitements antibiotiques, plus les gens qui s'en occupent et qui sont à leur contact vont eux aussi être porteurs de bactéries résistantes, donc avoir plus de risques de faire des infections. Pour ce qui concerne les voyages, je vous montre juste une image dont on a évité avec mon collègue qui l'avait prise de dire exactement où elle était. Mais ceux d'entre vous qui ont été se promener dans certaines régions du monde ont sûrement vu des scènes comme celle-là. Vous avez à la fois des humains, vous avez des animaux, vous avez un tuyau d'eau usée, et finalement on comprend bien que les bactéries s'échangent entre ces différents écosystèmes de façon incroyablement efficace, quoi. Et encore une fois, c'est notre vie normale de vivre au milieu des bactéries. On ne vit pas dans un monde stérile et on ne vivra jamais dans un monde stérile. Et puis pour ce qui concerne les voyageurs, eh bien, on avait fait une enquête. Vous voyez, presque 600 voyageurs qui partaient en zone intertropicale. Il y en avait la moitié qui revenaient avec des bactéries résistantes, enfin très, très résistantes dans leur tube digestif. 31% de ceux qui étaient en Amérique du Sud, presque la moitié de ceux qui étaient en Afrique, et plus de 70% de ceux qui étaient en Asie du Sud-Est ou dans le sous-continent indien. C'est-à-dire que personne ne peut échapper à ce risque quand on va se promener, si bien que il faut le prendre en compte. Et par exemple, lorsque vous allez à l'hôpital, on vous demande souvent, est-ce que vous avez voyagé dans l'année précédente pour prendre en compte éventuellement ce risque. Et puis alors, dans la profession, et c'est en fait la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est que au début des années 2000, la Mutualité sociale agricole, le service de prévention des risques de la Mutualité sociale agricole, m'avait demandé de réaliser une enquête pour savoir justement si les éleveurs, et à l'époque c'était les éleveurs de porcs qui étaient les plus concernés, enfin du moins ceux auxquels la MSA s'était intéressée, s'ils avaient plus de bactéries résistantes en étant sains. Donc on avait comparé la présence de ces bactéries résistantes commensales, comme on dit, du nez, du tube digestif, chez les éleveurs porcins et chez des sujets sains, sans contact avec les élevages. C'était des sujets, pour chaque éleveur qui était dans l'étude, on avait un contrôle qui venait de la même région pour manger à peu près la même chose, qui était à peu près du même âge, du même sexe, mais qui n'avait pas de contact avec la ferme et qui ne vivait pas avec quelqu'un qui vivait à la ferme. Essentiellement, c'était des gens qui travaillaient à la Mutualité sociale agricole dans les services tertiaires.
Et on avait montré effectivement une association très significative entre le fait d'être éleveur porcin et le portage de bactéries commensales résistantes. Et un certain nombre de nos collègues avaient montré après que ça pouvait être associé à la survenue d'infections qu'on voyait à staphylocoque résistant notamment, mais pas que, qu'on voyait plus facilement chez les éleveurs ou dans leur entourage très proche que dans le reste de la population. Alors, ce genre de travail a été beaucoup poursuivi, notamment en Hollande, et les collègues hollandais ont prélevé 22 types de sujets, à la fois des hommes et des animaux, et avec des méthodes extrêmement modernes de génétique, d'empreintes génétiques, un peu comme on fait en police criminelle, comme vous voyez dans les feuilletons. Ils ont essayé de regarder si les microbes qu'ils isolaient à tel ou tel endroit se ressemblaient, et ils ont essayé de schématiser ça sur cette figure que je ne vais évidemment pas décrire en détail, mais vous voyez bien que ici, par exemple, alors je vois pas, c'est le 8, ça doit être, non, c'est pas le 8, je sais pas, c'est le 6 qui est marqué là. Donc les fermiers. Alors si on pouvait voir justement le PowerPoint de Monsieur Andremont, parce que là on avait en effet un des dessins de Schwartz qui était derrière vous, donc très bien. Qui montrait de grosses bactéries dans la rivière. Allez-y, professeur, vous pouvez continuer. Donc ici c'est le 6, c'est ça, c'est le 6, ouais. Et le 6, donc c'est des broilers, c'est donc dans l'industrie des aviaires, et ici c'est les poules, et vous voyez les souches se ressemblent beaucoup, de même entre ces catégories-là. Donc ça veut bien dire que quand on est éleveur, on partage un peu les souches et les gènes de ces animaux. Alors la deuxième question que je voulais évoquer avec vous, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Alors c'est bien clair, c'est un peu comme les vaccins, je vais dire. Les antibiotiques ont été victimes de leur formidable succès et de leur formidable efficacité, de leur coût très bas, ça coûte très, très peu cher, un traitement antibiotique, et de leur très faible toxicité. Et donc, effectivement, on s'est mis à les utiliser dans des situations où on n'était pas sûr qu'il y en avait besoin, mais juste au cas où, ce qui n'était probablement pas une très bonne idée. Mais en même temps, si on a fait ça en médecine humaine, c'est parce que c'était pas pour le plaisir de faire ça. C'est parce qu'il est très difficile de savoir si on en a besoin dans beaucoup d'infections courantes. Par exemple, devant une infection respiratoire de l'enfant, devant une otite, devant une angine, c'est très difficile de savoir si c'est dû à une bactérie ou à un virus. Pour les angines, on a un test que normalement les docteurs doivent faire dans leur cabinet, mais pour les autres, on n'a pas de test. Et donc, la simplicité, c'est de dire, bon, allez, je mets des antibiotiques. Alors qu'il y a d'autres attitudes possibles, par exemple, devant une otite, d'attendre un tout petit peu, comme font les collègues hollandais, et d'attendre un peu pour voir s'il y a vraiment besoin d'antibiotiques ou non. Donc, prescrire des antibiotiques à tout le monde, c'est la facilité. Et c'est pour ça qu'il y avait eu cette campagne que vous connaissez tous, les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà. Malheureusement, cette campagne, c'était il y a longtemps, c'était à ce moment-là, vous voyez, et ça a été extrêmement efficace. Et Le Figaro, en 2011, s'était alerté parce que le titre de l'article, c'était « La France sur la mauvaise pente », et parce que la consommation d'antibiotiques dans le secteur de ville en France, vous voyez, s'était arrêtée de diminuer, et non seulement ça, mais avait recommencé à augmenter. Et depuis, la courbe s'arrête ici aux alentours de 2010, ça ne s'est pas arrangé. Voici les dernières courbes d'utilisation des antibiotiques en médecine humaine en ville, chez les médecins de ville, ce qui représente plus de 90% de la consommation des antibiotiques. On se focalise souvent sur l'hôpital, mais la consommation des antibiotiques, plus de 90%, c'est en ville. Et donc à l'hôpital, c'est 7% de la consommation. Et vous voyez, en ville, ça a continué à augmenter entre 2005 et 2015. Donc nous autres médecins, on n'a pas à être très fiers de la situation qu'on laisse, parce que, je dis qu'on laisse
pour les médecins de ma génération, parce que depuis 10 ans, c'est pas terrible. À l'hôpital, c'est stabilisé, mais ça diminue pas. Ça pourrait diminuer aussi. Hein. Donc voilà, il faut maintenant prendre des mesures en médecine humaine qui soient drastiques. Donc, dans le monde entier, et je laisserai bien sûr Jean-Yves Madec vous montrer que chez les animaux, la situation est meilleure grâce à l'action d'un certain nombre d'entre vous, dont les élevages que j'ai visités ce matin. Dans le monde entier, nous avons utilisé trop d'antibiotiques. Et les quantités, les gens ne s'en rendent pas bien compte, en fait. D'abord, les gens ne se rendent pas bien compte que dans le monde, ce n'est pas le cas en France, hein, mais dans le monde, il y a 4 ou 5 fois plus d'antibiotiques chez les animaux que chez l'homme. 80% des antibiotiques, entre 70 et 80% des antibiotiques dans le monde, c'est de l'utilisation animale. Et des volumes totaux qui sont assez impressionnants. En France, c'est, disons, 1 millier de tonnes chez l'homme, 1 millier de tonnes chez l'animal. Aux États-Unis, c'est 10 fois plus. Et en Chine, c'est des centaines de milliers. C'est entre 100 et 200 000 tonnes d'antibiotiques par an. Donc, c'est un peu comme pour la consommation d'un certain nombre de vos produits. Dès que ça bouge un peu en Chine, ça fait des volumes considérables parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Et pour le monsieur parlait de l'environnement. Les Chinois justement s'inquiètent beaucoup de ça. Ils commencent à s'inquiéter de ça et ils ont regardé ce que faisaient les antibiotiques au niveau de l'environnement et des bassins des rivières. Parce que les antibiotiques, vous les donnez et puis ils ressortent du corps. Ils ne restent pas dans le corps, ils ressortent. Donc ils ressortent et in fine, ils se retrouvent dans l'environnement. Donc ils ont regardé ça, eux, chez eux, voilà, 84% chez les animaux, 16% chez les hommes. Et ils ont modélisé, comme on dit, avec des exemples, ce que ça pouvait donner. Et ils ont regardé dans les bassins des rivières, quelles étaient les concentrations d'antibiotiques qui pouvaient être retrouvées ou qui pouvaient être supposées. Et vous voyez ici, alors je vais mettre ma flèche au bon endroit, c'est surtout cette carte-là, je trouve très, très impressionnante, où vous voyez, selon les couleurs, la quantité d'antibiotiques par kilomètre carré et par an, qui est répandue dans l'environnement. Et vous voyez, c'est en centaines, là. C'est-à-dire que le rouge, ça veut dire 100 kilos d'antibiotiques par kilomètre carré et par an. Donc ça fait quand même 1 kilomètre carré, on voit, enfin encore vous plus que moi, pour les citadins c'est un peu plus abstrait, mais pour les gens qui ont des terres, vous vous rendez bien compte de ce que c'est, vous voyez, 100 kilos d'antibiotiques comme ça répandus, c'est des quantités et on se rend bien compte que l'environnement peut être impacté. La lueur d'espoir, et même le flambeau de l'espoir, c'est qu'il y a des différences de consommation qui sont très importantes entre pays. Et le premier exemple pour la médecine humaine, celui qu'on cite toujours et qu'on cite toujours à nos étudiants, c'est que les Hollandais, chez l'homme, ils consomment 3 fois moins d'antibiotiques que les Français. Or, pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'aller à Amsterdam pour une raison ou pour une autre, vous avez pu vous rendre compte que les Hollandais, ils ne mourraient pas d'infections bactériennes à tous les coins de rue. Donc, on peut maintenir une population humaine en très bonne santé, avec un niveau de vie et un style de vie assez semblable au nôtre finalement, avec beaucoup moins d'antibiotiques. Donc on peut vraiment en médecine humaine faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Inversement, personne n'a trop envie de se faire hospitaliser dans les pays à haute prévalence de résistance. C'est sûr que parfois on ne peut pas l'éviter quand on a un accident, etc. Mais il faut faire attention au tourisme médical et ceux qui vont se faire des interventions de confort dans des pays à haute prévalence parce que les coûts ils sont beaucoup moins chers, eh bien il y a un réel risque d'infection post-opératoire avec des bactéries multirésistantes et il y a des exemples très bien décrits dans la littérature. Donc le tourisme médical,
c'est quelque chose sur lequel il faut être certainement prudent. Et évidemment, c'est la même chose pour les animaux d'élevage. Hein. Les humains et les animaux se promènent dans le monde. Quand ils reçoivent des antibiotiques à l'autre bout du monde, certes, ils n'ont plus d'antibiotiques dans la chair pour les raisons que vous connaissez quand ils arrivent, mais ils peuvent avoir des bactéries extrêmement résistantes, et ça, c'est pas détecté aux frontières. Probablement plus de la moitié des antibiotiques par les humains peuvent être épargnés, et peut-être encore plus chez les animaux, comme vous le savez. Alors, c'est différent, j'ai juste mis cette diapositive pour montrer un peu le rapport entre les humains et les animaux. Les humains, c'est en rouge, les animaux, c'est en bleu. Ici, c'est les différents pays. La France est ici, hein, la France est ici. Et l'échelle, c'est en milligrammes par kilo de biomasse, c'est-à-dire par kilo d'humain ou par kilo d'animal. Donc vous voyez, par exemple, en France, on consomme un peu plus d'antibiotiques par kilo d'humain que par kilo d'animal, alors que dans d'autres pays comme ici l'Italie, Chypre ou l'Espagne, qui ont des consommations d'antibiotiques chez l'homme, vous voyez, Italie, France, c'est à peu près pareil, la consommation chez les animaux n'est pas du tout la même. Alors, moi, je me méfie toujours un peu de dire les hommes et les animaux, on va avoir une seule et même unité de mesure, parce que chez les hommes, on utilise les antibiotiques pour soigner. Chez les animaux, certes, il y en a une partie qui est pour soigner, mais il y en a une grosse partie qui est en usage économique. Donc, c'est pas exactement, et chacun le sait, hein, quelle que soit la façon dont on en parle, chacun le sait, c'est pas exactement pour les mêmes raisons qu'on utilise des antibiotiques chez les hommes et chez les animaux. Alors, le dernier point, c'est que pouvons-nous nous faire ? Collectivement d'abord, il faut convaincre les politiques à tous les niveaux, les politiques locaux, les politiques nationaux, les politiques internationaux, de l'importance du problème, alors qu'il n'est pas encore très visible dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai, dans la vie de tous les jours, il n'est pas très visible. Tout le monde connaît malheureusement quelqu'un qui est décédé d'un cancer, quelqu'un qui a eu un accident de la route. On a bien réduit, mais quand même, on connaît souvent des gens qui ont eu des problèmes sur la route. Par contre, si on dit aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est mort avec une bactérie résistante à l'hôpital ? Tout le monde vous dira non, je ne connais pas. Et pourtant, les statistiques démontrent qu'il y a plusieurs milliers de morts par an dans les hôpitaux. Probablement plus que d'autres pathologies qui sont beaucoup plus connues. Donc, vous voyez, c'est un problème qui est encore invisible. Alors, le bon côté, c'est que si c'est encore invisible, c'est le bon moment pour faire quelque chose. Sauf qu'il faut s'y mettre, quoi. Et donc, c'est en bonne voie, hein, l'alerte, puisque les plus hautes instances internationales, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, l'OMS, la Banque mondiale, même le Forum de Davos, les économistes, c'est-à-dire que c'est important, quand les économistes se mettent à être alertés sur quelque chose, c'est que vraiment c'est... Et tous disent que ça va altérer notre mode de vie si on ne fait rien sur l'antibiorésistance, altérer notre mode de vie. Les décisions vont suivre. Il faut d'abord évidemment appuyer sur le frein, c'est ce que vous essayez de faire pour une large part d'entre vous tous les jours, c'est-à-dire réduire la consommation inutile. Il faut utiliser tous les moyens médiatiques et réglementaires, hein, comme on dit, la carotte et le bâton, pour arriver à faire réduire cette consommation qui est tout à fait anormale. Et moi, je ne suis pas du tout opposé à des mesures réglementaires, même en médecine humaine. Et puis remettre en route la recherche qui s'était arrêtée, parce qu'on pensait dans les années 80 que tout allait bien, sur les nouveaux traitements et les alternatives pour que les gens ne soient pas démunis et puissent préventivement voir collectivement dans leurs élevages avoir des solutions alternatives. Et il n'y a clairement pas assez de recherche là-dessus, quoi. C'est là-dessus qu'on essaye de remettre la machine en route très fortement depuis quelques mois dans un certain nombre de commissions dont on fait partie avec Jean-Yves Madec. Et alors, individuellement, vous allez me dire, parce que ça, c'est très gentil, mais ça ne me concerne pas directement. Alors, il ne faut pas prendre d'antibiotiques quand ce n'est pas nécessaire et ne pas en donner quand ce n'est pas nécessaire aux animaux. C'est-à-dire que il faut suivre les prescriptions de son médecin et il faut faire attention au reste. Hein. Si vous reste des antibiotiques, il ne faut pas le mettre dans la pharmacie en se disant « je vais le prendre la prochaine fois ».
Si vous en reste, il ne faut pas non plus le mettre dans la cuvette des toilettes parce que ça va dans l'environnement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Eh ben, il faut le ramener chez le pharmacien. Alors, c'est un petit geste citoyen. Hein. C'est un peu comme les piles. Pour les piles, les gens maintenant ont pris l'habitude de plus les jeter dans l'environnement. Eh ben, moi, je pense qu'il faut avoir exactement la même démarche écologique pour le coup. Vous voyez pourquoi c'est un peu la même chose. Les médicaments qui vous restent, c'est pas que les antibiotiques d'ailleurs. Les médicaments qui vous restent, vous les mettez dans un pot. Et puis, quand vous allez chez le pharmacien pour autre chose, eh ben, vous les ramenez. Et puis, lui, il saura comment faire, exactement comme vous faites avec vos piles ou avec vos lampes. Si vous allez en voyage loin, il faut le signaler si vous êtes hospitalisé au retour. Il faut le signaler à votre médecin. Par exemple, si vous avez une infection urinaire dans les jours qui suivent le retour, vous savez, c'est relativement fréquent parce qu'on va en Thaïlande. Bon, alors on se colonise avec des bactéries résistantes. On prend l'avion, 12 heures d'avion, on est mal assis, on ne boit pas beaucoup, on essaye de dormir. Bon, enfin, ça ne va pas. C'est le moment idéal pour faire une infection urinaire, comme chacun le sait, au retour, enfin, chez les femmes, je veux dire. Et donc, ces infections urinaires au retour, ben, si vous allez chez votre médecin, il faut le lui signaler pour qu'il fasse attention au traitement qu'il vous donne ou qu'il ne soit pas surpris si le premier traitement ne fonctionne pas. Les antibiotiques, c'est un bien précieux et limité. Ah oui, j'ai oublié l'alimentation. L'alimentation, en fait, si on se préoccupe beaucoup de l'antibiothérapie en élevage, c'est parce que, comme ça a été dit au début, il y a un seul monde microbien. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, les microbes chez les hommes et chez les animaux, c'est les mêmes. Ça passe des uns aux autres. Les gènes de résistance passent aussi des uns aux autres. Et donc, l'alimentation est un vecteur. Hein, et c'est une des raisons majeures pour lesquelles il y a tout cet effort qui est fait pour réduire la consommation d'antibiotiques chez les animaux. Et l'avenir, c'est évidemment une attitude écologique et beaucoup plus parcimonieuse. Je pense que c'est un mot un peu compliqué, mais justement qu'on aime bien parce que il réfère à des choses profondes. Hein. C'est pas un mot qu'on emploie à la légère. Donc c'est une attitude parcimonieuse. Si vous voulez en savoir plus, j'ai pu publier ce livre chez Bayard récemment. Et vous pouvez toujours le consulter. On a appelé ça l'overdose parce que le vrai problème, c'est ça. Hein. Le vrai problème, c'est on a consommé trop d'antibiotiques. Et puis, pour terminer de façon un peu plus légère, j'aime bien prendre le parallèle avec ce tableau d'un peintre de la fin du 19e siècle en Angleterre qui montre cette jeune femme et ce jeune garçon dans une situation qu'on peut imaginer, et je me demande s'il n'est pas en train de lui dire est-ce que nous réussirons à contrôler la résistance aux antibiotiques, et elle lui dit je ne suis pas tout à fait sûr de la réponse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.